Bonjour, bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier président de la Cour des comptes. Corrigez-moi, mais je crois que c'est la première fois qu'un président de la Cour des comptes se rend aux universités d'été du MEDEF. Qu'est-ce qui a motivé votre venue en cette rentrée? Bon, d'abord, je connais la manifestation. J'y suis venu déjà comme en 2013, ministre ministre des Finances. Et puis, deuxièmement, ce que je souhaite, c'est que la Cour des comptes soit présente dans le débat des finances publiques, mais aussi dans le débat économique. Et enfin, la Cour des comptes, telle que je la conçois, n'est pas une thébaïde. C'est un acteur du débat public, et un acteur du débat public qui se confronte avec les acteurs publics. Et les entrepreneurs de France font partie des acteurs avec lesquels je souhaite dialoguer. Donc il me paraissait naturel de dire mais qui font partie du débat public. Absolument. Oui. Dans un débat qui est d'ailleurs apaisé entre le gouvernement, on l'a vu hier, entre Bruno Le Maire et le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. C'était plus compliqué à votre époque. C'était un peu plus compliqué. En 2013, qu'est-ce qui a changé depuis? C'est le quoi qu'il en coûte qui a fait que les relations se sont apaisées entre. C'est que la réponse à la crise, de 2020, la crise du Covid, n'a pas été la même que la crise de 2008. Oui. Et quand j'étais ministre des Finances, j'avais affaire à 5% de déficit, avec une obligation de le réduire rapidement, avec la pression sur les taux d'intérêt, avec une banque centrale qui ne jouait pas encore exactement le même rôle qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a eu un coût très fort en termes de croissance, on s'en souvient. Absolument. Et le choix qui a été fait entre impôts et dépenses publiques, qui n'était pas forcément d'ailleurs celui que je préconisais, a eu aussi un coût. Un coût financier, un coût économique, un coût politique extrêmement fort. Donc c'était beaucoup plus tendu. Alors que là, c'est vrai que le quoi qu'il en coûte, et quoi qu'on en pense, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, le quoi qu'il en coûte a permis de maintenir le chômage à un niveau relativement contrôlé, de faire vivre les entreprises, de faire vivre les ménages, de limiter les souffrances sociales. Alors, par contre, c'est un coût, et c'est un coût sur les finances publiques, et notamment sur notre dette publique, dont on ne pourra pas éternellement faire l'économie. Il faudra bien y réfléchir, et il faudra agir. Il faudra agir assez vite. Hier, Bruno Le Maire, ici présent, a justement signé la fin du quoi qu'il en coûte, même si certains secteurs vont devoir encore être aidés sur la durée. Bon, on voit que les chiffres au niveau de la macroéconomie se portent bien, effectivement, que ce quoi qu'il en coûte a permis de protéger l'emploi, le chômage retrouve son niveau d'avant-crise, la consommation est bonne, l'investissement est bon. Est-ce que c'est le bon moment pour stopper le quoi qu'il en coûte? C'est sur le quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'il faut l'accélérer peut-être même? La réflexion de la Cour, c'est le quoi qu'il en coûte, ça doit durer aussi longtemps que nécessaire et ça doit être retiré aussitôt que possible. Oui. Et je pense que nous en sommes effectivement à un moment où on peut dire qu'on ne doit pas continuer à aider tous les secteurs. Et la Cour, d'ailleurs, elle-même l'avait dit dans le rapport d'audit qu'elle avait rendu au Premier ministre et au Président de la République. À l'époque, on nous a reproché de ne pas être assez austéritaire. Je crois que nous avons visé juste en réalité. C'est-à-dire que l'incertitude sanitaire, la situation que nous connaissons avec le variant Delta, faisait en sorte qu'il fallait débrancher progressivement. Oui. Et je pense que même si on dit quoi qu'il en coûte est fini, il faut continuer à avoir des aides, qui soient des aides ciblées sur des secteurs oui, je crois qu'il a raison, sur des secteurs qui souffrent, sur des régions qui souffrent, et il faut aussi pouvoir réagir et réagir vite. Oui, mais on ne peut pas rester avec un niveau de dépenses publiques dans le PIB qui est celui que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas rester avec une suradministration, on ne peut pas rester avec cette situation où la part socialisée du PIB est aussi importante. Il faut progressivement revenir vers le normal. Et le fait que nous ayons une croissance forte et de bonnes perspectives, je crois, maintenant, nous conduit petit à petit à débrancher tout ça. Mais encore une fois, avec une grande prudence, parce que ce qui compte, ce qui pilote, c'est toujours la situation sanitaire, c'est toujours la nécessité de limiter la circulation du virus, c'est la nécessité de vacciner, qui est pour moi une exigence citoyenne, et de prendre les mesures nécessaires. Donc, voilà. On reste la Cour, je pense, avait visé juste en réalité, en disant, bon, il faut revenir progressivement à une meilleure maîtrise des finances publiques, mais le faire en tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire. La Cour avait aussi proposé une trajectoire de traitement de la dette, de réduction de la dette, qui ne commencerait qu'à partir de la fin du prochain quinquennat. Est-ce que cette amélioration sur le front de l'économie pourrait accélérer cette trajectoire? Est-ce qu'on pourrait s'attaquer à la dette un peu plus tôt que prévu? En tout cas, la croissance permettra peut-être d'améliorer sa situation ou d'éviter la détérioration des finances publiques dans les proportions que nous connaissons. Mais le message de la Cour était très clair. C'est la croissance est indispensable, mais il ne faut pas nourrir d'illusions. La croissance ne suffit pas à inverser la trajectoire de la dette. Il faut aussi une action sur la maîtrise de la dépense publique.
c'est vrai que la situation s'améliore plus vite que prévu. Oui. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'on va retrouver notre niveau de PIB d'avant-crise plutôt au premier trimestre 2022, voire légèrement avant, qu'au second semestre, comme on pouvait le craindre à un moment donné. En même temps, il faut tenir compte aussi, je le dis, des réalités politiques. Il y a une élection présidentielle, ce calendrier politique existe. Avoir des finances publiques sérieuses, c'est nécessaire. Avoir un budget qui soit un budget bien tenu, c'est indispensable. Et la Cour des comptes, le Conseil des finances publiques auront à se prononcer là-dessus. Mais n'attendons pas non plus un effort de maîtrise de la dépense publique, ce ne serait pas réaliste. En revanche, sur la période 2023-2027, il faut une politique suffisamment sérieuse pour que la courbe de la dette s'inverse, et s'inverse de manière absolument décisive. Vous savez, aujourd'hui, tous les chats sont gris. Tous les États, tous les gouvernements ont mis en œuvre des politiques comparables, extrêmement fortes pour soutenir l'économie. Et ils ont eu raison. Mais une fois qu'on reviendra à la normale, et c'est vrai dans le courant de l'année 2022, c'est ce que disait le professeur Delfraissy, à ce moment-là, le niveau de dette, d'une part, et la volonté, la capacité à maîtriser la dette, à limiter l'endettement, ça fera la différence. Ça fera la différence entre les uns et les autres. Et de ce point de vue-là, la détermination, l'action qui sera menée sera suivie d'extrêmement près. Ne croyons pas que les marchés nous font confiance pour toujours. La confiance, elle est fragile. Ne croyons pas que la cohésion de la zone euro est assurée pour toujours. Qui va maintenir quand même des taux faibles pendant quelques années. Jusqu'à la fin 2020, jusqu'à 2023, mais on ne peut pas miser pour l'éternité sur la BCE, sur les taux d'intérêt bas, voire négatifs. Ils ne sont plus d'ailleurs, pas tous les jours en tout cas. Et donc, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce débat sur le désendettement et sur la maîtrise de la dépense publique. Et je souhaite ardemment que, quel que soit le président élu, la prochaine majorité puisse voter une loi de programmation des finances publiques dès l'automne 2022, contraignante et applicable sur l'ensemble sur les dépenses. Parce que vous êtes aujourd'hui magistrat financier, vous avez une petite carrière politique derrière vous aussi, Pierre Moscovici. Je m'en rappelle. Comment faire accepter aux Français une forme de rigueur, en tout cas une baisse de la dépense publique, après une période de quoi qu'il en coûte, où tout le monde a été anesthésié par une forme de morphine monétaire, où l'argent pleut par milliards? D'abord, les Français savent que c'était une situation exceptionnelle, que c'est une situation exceptionnelle, et qu'à situation exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles. Ils savent aussi qu'après l'exceptionnel revient le normal, qu'on doit se comparer à d'autres, et ils savent enfin qui rembourse la dette publique, parce qu'elle finit par être remboursée, la dette publique. Et ce sont les jeunes, ce sont nos concitoyens. Ils savent que ce fardeau pèse sur eux, et qu'à un moment donné, si la dette publique devient plus élevée, ou reste très élevée, que le fardeau de la dette s'accroît parce que les taux d'intérêt remontent, que le service de la dette s'accroît également, alors à ce moment-là, c'est le financement des services publics qui en pâtit, et le remboursement de la dette devient un impératif beaucoup plus coûteux. Donc je pense qu'il y a une pédagogie à faire, et ça c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que je ne crois pas qu'il faille aller vers des politiques d'austérité ou vers des tours de vis. Ce que je préconise, ce que préconise la Cour, c'est plutôt une politique qui insiste sur la qualité de la dépense publique. Nous avons proposé une stratégie de croissance. Nous disons transition écologique, nous disons transition numérique, nous disons résilience, nous disons aussi investissement dans l'innovation, la recherche. Il y a des dépenses à faire. Justement, il y a des dépenses à faire. Comment on finance tout ça? Mais s'il y a des dépenses à faire, il y a aussi des économies à faire ailleurs, des réformes à faire ailleurs. Nous avons parlé des retraites, nous avons parlé des politiques de l'emploi, nous avons parlé des politiques de santé, nous avons parlé des politiques de logement, nous avons parlé des minima sociaux. Il faut repenser notre modèle de protection sociale, non pas pour en diminuer la force, mais pour le rendre plus efficace et moins coûteux. Et les deux sont possibles ensemble et plus justes. Les trois choses peuvent aller de pair. Et donc, si vous voulez, il y a tout cet effort de réforme au bon sens du terme, de réforme positive à faire. Et c'est la raison pour laquelle je crois que d'un côté, il faut faire comprendre à nos concitoyens que ça ne peut pas durer éternellement, que c'est quand même eux qui payent une dette qui finit par être remboursée et qui devient plus coûteuse. Et d'autre part, il faut maintenant avoir un vrai effort de sélectivité, de qualité de la dépense publique, ce qui n'a pas été suffisamment fait dans notre pays. Est-ce que c'est le cas des plans? Et c'est le politique que j'ai été qui vous le dit aussi. Est-ce que les plans qui ont été mis en place, le plan de relance, 70 des 100 milliards du plan de relance seront dépensés d'ici la fin de l'année. Il va être suivi par un nouveau plan d'investissement annoncé dans les prochaines semaines par Emmanuel Macron de 20 à 30 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut se permettre ces investissements de 1 et de 2? Est-ce qu'on a assez bien mesuré? Est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité de l'euro d'argent public dépensé quand on doit injecter 70 milliards dans l'économie en quelques 18 mois? Alors,
d'abord, je préfère le mot d'investissement au mot de relance. Oui. Et puis, le dimensionnement de ce plan est plus modeste que ce qui avait été envisagé à un moment donné, dont parlaient certains économistes. Je ne suis pas un grand économiste. On est loin des 50 milliards. Il ne me paraît pas forcément raisonnable de trouver Jean-Charles 50 ou 100 milliards de plus dans la situation où nous sommes. Première chose. Deuxième chose, après, il faut regarder comment ça se finance. Oui. Et troisième chose, il faut regarder l'équilibre d'ensemble de nos finances publiques. C'est ça qu'il faut faire. Et vous parliez d'évaluation. Ça, c'est un des rôles de la Cour des comptes tel que je le conçois. C'est d'avoir une évaluation constante de nos politiques publiques, alors dans grand angle, sur le long terme, comment ça marche, mais aussi ce que j'appelle les audits flash. Oui. C'est-à-dire être capable de dire au fur et à mesure comment telle ou telle mesure impacte non seulement les finances publiques, mais aussi l'efficacité des politiques publiques. Et ça, c'est absolument majeur. Plus on dépense, et plus on a dépensé, plus on est agile et mobile, plus il faut qu'il y ait de contrôle. Le contrôle, ce n'est pas quelque chose qui est un empêchement pour agir, c'est quelque chose qui permet d'agir mieux. Et c'est comme ça que je conçois le rôle d'une institution comme la mienne, la Cour des comptes, dans le siècle où nous sommes, dans la période où nous sommes. Tout ça implique de redéfinir un nouveau modèle de croissance. Oui. Et un nouveau modèle de croissance, et un nouveau modèle de finances publiques, il faut aussi un nouveau modèle de contrôle. D'accord. Justement, quel sera votre programme de travail sur les mois qui arrivent? On entre en année électorale, vous l'avez dit. Nous serons naturellement prudents, mais en même temps actifs. Dans l'audit qui a été demandé par le président de la République et le Premier ministre, j'avais dessiné, je l'ai dit, quelques lignes de réforme. Je qu'on appelle des réformes de structure. J'ai demandé à la Cour d'approfondir ce sujet et à partir de la mi-octobre, nous allons pratiquement chaque semaine, tous les 10 jours, 15 jours, sortir une note qui sera une note sur une réforme structurelle, un angle de réforme structurelle qui sera soumis au débat public. Il ne s'agit pas d'intervenir dans le débat politique. D'évaluation du quinquennat Macron non, c'est pas de ça, c'est plutôt les réformes qui sont nécessaires pour demain. C'est pas, encore une fois... Alors, un appel à projet, plus qu'un bilan alors. Plutôt. Et puis deuxièmement, il y a l'évaluation pour le coup bilan, mais ce n'est pas du quinquennat Macron, oui. C'est de la crise Covid. J'ai demandé que la Cour concentre ses efforts pour que le rapport public annuel qui paraîtra mi-février, à quelques semaines de l'élection présidentielle, soit justement cette vision d'ensemble à 360 degrés sur la manière dont les pouvoirs publics, qu'ils soient l'État, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, ont répondu à la crise Covid dans son ensemble. Et là, pour le coup, on aura une évaluation globale d'une crise qui, j'espère, ira vers sa fin, mais qui ne sera pas tout à fait finie. Et d'autres rapports sont prévus aussi, notamment sur l'évaluation des dépenses publiques pour faire face à la crise Covid, en réponse à une demande de la Commission des finances, un audit qui sortira dans quelques semaines et qui apportera encore. Voilà, c'est comme ça que je conçois la Cour des comptes, encore une fois, pas comme un acteur du débat politique, et moi, c'est fini pour moi, en tout cas pour toute la période où je serai président de la Cour des comptes, mais plutôt comme un acteur du débat public, qui est, je veux dire, l'antidote aux fake news. Parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir un débat informé, qui repose sur des faits, des chiffres, des analyses étayées. C'est ce que nous savons faire, mais il faut se mettre davantage, j'allais dire, dans le flux, dans le flow, dans le temps de la décision. Et c'est comme ça que j'essaie de modifier cette institution. C'est aussi le sens de ma présence ici, d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup Pierre Merci Moscovici. à vous.